Un, un grand bonjour à tous. Donc merci justement d'avoir accepté de participer à ce webinaire. Nous sommes aujourd'hui réunis pour parler d'un fonds phare de la société de groupe Petercam Asset Management. Voilà, donc un fonds que l'on appelle le fonds Food Trends. Et pour en parler, justement, donc, notamment de ce potentiel des valeurs de l'agroalimentaire, nous avons aujourd'hui Vincent Valls, justement, donc, à nos côtés, qui est le directeur commercial France, justement, donc, de groupe Petercam Asset Management. Bonjour Vincent. Bonjour. Donc Vincent, alors au sommaire de cette petite présentation, donc quatre grands points. Tout d'abord, présentation de groupe Petercam Asset Management, donc qui est la société. Ensuite, focus sur le fonds lui-même. Puis, modalité de souscription sur les bourses. Je vous montrerai éventuellement comment faire concrètement. Et enfin, questions-réponses. Alors, n'hésitez surtout pas à poser toutes les questions que vous avez à l'esprit. Donc, on y répondra avec grand plaisir. Alors, Vincent, tout d'abord, qui est de groupe Petercam Asset Management? Donc, en quelques chiffres, Vincent, qu'est-ce que tu peux nous dire? Alors, en un mot pour De Groove Petercam Asset Management, on est la société de gestion d'actifs, de gestion de fonds du groupe De Groove Petercam. On gère des fonds depuis plus de 30 ans, mais notre structure actuelle existe depuis la fusion de la banque De Groove et de Petercam. Donc, c'était deux entités belges qui ont fusionné en 2015 et leurs activités de gestion d'actifs, de gestion de fonds se sont réunies à ce moment-là. Aujourd'hui, on gère à peu près 43-45 milliards d'euros, essentiellement sur des fonds actions et sur des fonds d'obligations. On a une équipe d'à peu près 160 personnes qui sont dédiées à la recherche, à la gestion et à la commercialisation des fonds. C'est un point assez important, c'est qu'on a conservé, nous, une culture très forte de la recherche fondamentale. Ce qui est assez unique, c'est-à-dire que sur les 160 collaborateurs que j'évoque, il y a une cinquantaine de gérants et il y a une trentaine d'analystes. Donc, ça veut dire que la moitié des personnes qui sont salariées chez BPAM sont soit des gérants de fonds, qui sont tous des analystes financiers, bien évidemment, ou des analystes financiers qui travaillent pour apporter des idées d'investissement et pour analyser les entreprises sur lesquelles on investit, que ce soit sur la partie obligataire ou bien sur la partie action. Et pour terminer sur notre groupe et notre ambition, c'est vrai qu'on est une boîte belge, mais on est déjà très très présent en Europe, en France, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Angleterre, en Suisse, en Espagne et en Italie, et ainsi qu'en Allemagne. Et on a lancé cette année un bureau à Hong Kong avec de la gestion et de la recherche sur les actions et les obligations d'entreprises asiatiques. Et c'est vrai qu'on parle d'investissement durable aujourd'hui, on aura le temps peut-être d'y revenir un peu plus en détail, mais le groupe existe depuis 150 ans, donc il y a une forme de durabilité quand même qui est réelle. Et surtout, quand on parle d'investissement durable et responsable, on fait partie des sociétés de gestion européennes qui ont été parmi les pionniers sur ces sujets-là, puisqu'on a démarré en 2001 cette approche d'investissement socialement responsable. Alors, justement, donc on parlait de l'investissement socialement responsable. Ça fait longtemps qu'on pratique justement donc, cette démarche au sein de DPAM, en l'occurrence. Et pour le coup, donc on a une vingtaine d'années de track record. Quelles sont les étapes clés, peut-être justement, Vincent, de cette vingtaine d'années? Les étapes Ouais, clés. les étapes clés. Alors, je ne vais pas toutes les détailler parce que sinon, on passerait l'intégralité de notre heure ensemble là-dessus. Mais il y a quelques points importants parce que ça explique bien aussi la société de gestion que l'on est, qu'on a construit, la philosophie de gestion. 2001, c'est la première stratégie, donc c'est vrai que ça fait parfaitement pile poil 20 ans. Première stratégie sur les premières stratégies durables, qui était une stratégie diversifiée, à savoir qu'il y avait à la fois des actions et des obligations. C'était un fonds diversifié flexible qui prenait en compte tous les enjeux et les aspects de durabilité pour l'évaluation des entreprises. Donc c'était notre premier bloc, notre première brique. Ensuite, on a lancé une brique sur les actions. Et en 2008, 2008-2009, il y a eu vraiment un virage très très fort. C'est peut-être l'une des étapes clés ou même l'étape clé, c'est-à-dire qu'on a à la fois fait ce qu'on appelle l'intégration ESG, donc c'est l'intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance à toute l'analyse des entreprises et des États. Je vais y venir un tout petit peu après, on fera une toute petite parenthèse là-dessus. Donc c'est une étape importante parce que tous nos gérants et tous nos analystes depuis 2008 ont parfaitement
intégrer le fait qu'une entreprise, qu'on soit un investisseur dans sa dette ou bien qu'on soit un investisseur dans l'action, qu'une entreprise doit être évaluée avec une prise en compte permanente des enjeux de durabilité. Et ça va bien au-delà du seul sujet environnemental, du seul sujet social ou du seul sujet de gouvernance. C'est vraiment l'ensemble des trois qui doit être pris en compte. Et j'ai envie de dire que cette prise en compte, elle est vraiment à la faveur de l'actionnaire ou du porteur obligataire, parce que nous, on a l'intime conviction que les entreprises qui sont les plus vertueuses sur ces enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance seront les plus performantes et sur la plus longue période. Donc vraiment, cette intégration ESG, elle est faite au service de la performance financière de long terme. Donc, il y a évidemment pas de doute là-dessus. Et c'est vrai que de l'avoir intégré depuis 2008, ça nous a permis d'avoir un champ de données, une profondeur de connaissances qui est encore extrêmement précieuse aujourd'hui. Voilà. Et le deuxième point, après, je ne vais pas détailler toutes les étapes, bien évidemment, comme celle-là, mais celle-là était vraiment importante. Le deuxième point, c'est que la logique qu'on a mise en place pour les entreprises, on l'a transposée dans l'univers des États et on a mis sur pied un modèle d'évaluation de la durabilité des pays qui est unique au monde, qui est bien évidemment propriétaire et qui nous a permis ensuite de donner des stratégies d'investissement. Simplement pour revenir sur peut-être la timeline précédente, donc ça, c'était 2008-2009. Et à partir de là, j'ai envie de dire, la machine s'est mise en place, c'est-à-dire qu'on a mis en place et des stratégies d'investissement qui prenaient en compte tous ces critères et toutes ces évaluations extra-financières. Et en plus, on a mis des groupes de travail, on a lancé des stratégies, donc ça s'est considérablement renforcé. Et à partir de 2017, on a formalisé ça et on a été validé aussi par nos pairs, puisque l'ensemble de nos stratégies ISR, la quasi-totalité, ont obtenu des labels. Alors, on va en reparler, Vincent. Un petit peu plus tard. Oui, alors justement, donc en fait, cette approche ISR, donc elle s'exprime également par l'adhésion en fait à des organisations phares dans le domaine. Alors, on pense justement donc au principe justement pour l'investissement responsable, qui est en fait une étape quasi obligée pour le coup, pour tout asset manager qui se revendique dans l'ISR. Et vous avez également une adhésion dans d'autres grandes organisations. Est-ce que vous voulez éventuellement rapidement en parler? Un petit mot, ouais, c'est très important. Ben, ce que vous disiez était très pertinent concernant les PRI, donc PRI, qui ont les principes de l'investissement responsable, parce que c'est quand même comment dire, une initiative de référence dans l'univers de la gestion de fonds et de la gestion d'actifs. Donc nous, on a signé cet engagement en 2011 et depuis 2017, on est noté A+, donc qui est la note maximum. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas encore progresser. C'est un point important quand même parce que le niveau d'exigence augmente. Ça, c'est un premier point. Et nous, on pense aussi qu'il faut en permanence se remettre en question et savoir toujours apporter de l'innovation et augmenter le niveau d'exigence globale qu'on a en termes d'investissement responsable. Donc, c'est vrai que c'est une forme de satisfaction d'avoir cette note A+ depuis 4 ans, mais on veut non seulement la conserver, mais aussi continuer de progresser. En parallèle de ça, il y a une très bonne illustration juste en dessous, c'est les initiatives de place. Donc, les PRI, c'est une initiative globale. Les initiatives qu'on voit en dessous sont des initiatives de place européennes, françaises ou d'autres pays d'Europe. On voit l'Espagne, l'Italie, etc. Donc, c'est vrai que nous, très tôt, on a été adhérents à toutes ces initiatives. C'est pas simplement pour dire bonjour, on est investi dans l'investissement responsable, c'est que ces initiatives, elles nous forcent à nous engager et aussi à rendre compte de ce qu'on fait. Donc voilà, c'est tout à fait, c'est vraiment une logique de transparence et une logique de faire progresser la place financière et d'être partie prenante de l'innovation des places financières sur l'investissement responsable. Ouais, ça vous positionne en amont dans les réflexions autour justement donc, de l'ISR, pour le coup. Exactement. Et pour commenter alors les deux dernières, parce que l'initiative TCFD et le Climate Action One, enfin sans plus, c'est des initiatives qui sont récentes, mais qui ont vraiment un niveau d'exigence élevé. Et c'est d'ailleurs très bien qu'on ait aujourd'hui de plus en plus d'asset managers. On en fait partie, mais on n'est pas les seuls, qui aient pris à bras le corps ces sujets-là, parce que on en parlera un peu plus quand on parlera nutrition, mais les enjeux environnementaux passent par les États, évidemment, et par la finance. Donc voilà, la balle est dans notre camp et c'est bien que ces initiatives soient en place.
Alors justement, donc cette démarche ISR également se distingue par des exclusions sectorielles. Alors justement, tous les managers n'ont pas forcément d'exclusion, mais vous en avez et vous vous efforcez très clairement en fait de les respecter. Peut-être un mot éventuellement sur ces exclusions? Exactement. Alors, le processus d'exclusion, il est extrêmement fort chez nous. C'est-à-dire que alors déjà, on n'investira jamais dans une entreprise qui n'a pas signé les principes de l'UN Global Compact. L'UN Global Compact, c'est les Nations Unies qui ont mis en place une charte de fonctionnement pour les entreprises. Donc, on n'investira pas les entreprises qui n'ont pas signé cette charte. Ça, c'est un premier point. Mais ça ne représente pas tant d'entreprises que ça, mais c'est un point important. Le deuxième point, c'est qu'on va faire des exclusions en termes de secteur d'activité. Donc, le charbon, les armes, bien évidemment, qu'elles soient des armes conventionnelles ou des armes controversées, on n'investira pas dans tous les cas sur les entreprises qui interviennent dans l'armement. Le tabac, les jeux d'argent, les divertissements pour adultes et bien évidemment l'alcool. Sur les exclusions, on va dire environnementales, on applique une politique un peu moins draconienne, c'est-à-dire qu'on va regarder les pourcentages de chiffre d'affaires. Donc, l'énergie fossile type fuel, gaz, on n'investira pas dans les entreprises qui ont plus de 10% de leur chiffre d'affaires sur ces technologies-là. Et pour la filière huile de palme, et qui nous concerne aussi dans l'aspect nutrition, on investira on exclut de l'univers de l'investissement toutes les entreprises qui ne respectent pas notamment le maintien de la biodiversité à travers la déforestation de la forêt primaire. Pourquoi? Parce que concrètement, le sujet de l'huile de palme, il est double. Je fais une toute petite parenthèse, mais c'est très cohérent avec ce qu'on fait dans le fonds nutrition, donc c'est une transition presque parfaite. Le sujet de l'huile de palme, il est très important parce que il y a un enjeu de nutrition. L'enjeu de nutrition, c'est plutôt sur la partie transformation. Donc, c'est les aliments qui utilisent l'huile de palme et c'est surtout à quelle température. Parce qu'une huile de palme qui monte en température devient un acide gras très, très saturé qui est mal digéré par l'être humain et qui a des conséquences pour la santé qui ne sont pas extrêmement bonnes, qui ne sont pas forcément mauvaises en tant que telles, mais qui n'apportent rien. Voilà, en clair. Donc ça, c'est un premier point. Et on fait le lien avec le sujet environnemental qui est que cette filière huile de palme, elle a un très grand nombre d'acteurs qui interviennent en faisant de la déforestation de forêts primaires et avec un impact significatif sur la biodiversité dans ces zones-là, surtout que c'est des zones tropicales où la biodiversité est extrêmement forte. Donc ça, nous, on a mis en place un procédé unique. Alors peut-être que d'autres gérants, évidemment, le font, mais nous, en tout cas, on le fait par nous-mêmes. On ne travaille pas en externe là-dessus, où on va évaluer les sociétés en fonction de leur impact sur la biodiversité. Donc les sociétés qui ne tapent pas, entre guillemets, dans la forêt primaire ou qui comment dire, respectent toutes les grandes lignes de durabilité, on va se permettre d'investir dedans et les autres, on va les exclure de l'univers d'investissement. Voilà, c'était une parenthèse, mais c'est très important pour comment on fait de la sélection de valeur. Ouais. Et c'est clairement un sujet, justement, donc tendance aujourd'hui, en fait, l'huile de palme en question. Alors, pour le coup, effectivement, votre expertise et votre valeur ajoutée, elle a été reconnue. Elle a été reconnue à maintes reprises. Elle a été reconnue notamment en 2020 et en 2021, à la fois pour ses performances financières et pour votre recherche ISR. Alors, on ne va pas là aussi tout commenter, mais peut-être un ou deux mots simplement sur ce sujet-là, sur cette Oui, oui, reconnaissance, justement. voilà, c'est toujours bon. Nous, on dira jamais voilà, qu'on fait les choses bien parce que c'est pas du tout notre culture. Mais c'est vrai que depuis quelques années, on a vu une accélération des récompenses de place partout en Europe parce que, comme je l'évoquais, on est essentiellement distribué en Europe, donc connu dans les pays européens. Mais on a vu que dans tous les pays, nos expertises de gestion thématique et nos expertises de gestion, on va dire globale, ont été primées pour deux axes. Le premier axe qui a souvent été primé, c'est le niveau d'exigence en termes de durabilité. Donc voilà, ça récompense quelque part notre investissement depuis toujours dans la logique de durabilité et d'investissement socialement responsable. Et le deuxième axe qui a été primé, c'est peut-être aussi le plus important parce qu'il faut l'un va forcément avec l'autre, c'est aussi la performance financière ajustée du risque. On le voit avec notamment les labels Cantalis qui sont là, qui est une entreprise française pionnière vraiment dans l'analyse des fonds
et du rendement risque. Et c'est vrai qu'eux ont vraiment récompensé notre capacité à générer de la performance avec des niveaux de volatilité qui sont peu élevés. Et ça, je trouve que c'est une récompense qui nous engage à essayer de continuer à faire ça. D'accord. Une preuve, si tant est qu'il en faille une, que justement, investissement responsable peut rimer avec performance financière, pour le coup. Avec performance financière et moindre volatilité. Pourquoi? Parce que quand on évalue de façon extrêmement pointue et précise les critères de durabilité d'une entreprise, ça nous permet de savoir si c'est une bonne opportunité ou pas d'investir, et ça c'est très important, on l'a évalué, mais parfois ça nous permet de découvrir des choses à l'intérieur d'une entreprise qui sont des facteurs de risque. On l'évoquait avec l'huile de palme, c'est un bon exemple, mais on pourrait l'évoquer avec un autre exemple. Il y a une entreprise cotée allemande qui intervient dans l'automobile qui a eu un problème avec ses moteurs diesel. On ne peut pas le citer parce qu'on est dans un cadre de public, mais j'imagine que vous connaissez cette entreprise tous. On a décidé, nous, bien avant l'apparition du Dieselgate, de sortir cette entreprise de nos portefeuilles. Pourquoi? Parce qu'on a fait une recherche très approfondie sur leur modèle de gouvernance. Donc là, on n'était pas sur le sujet environnemental du tout, sur lequel nous, on n'avait pas de problème. On était sur le sujet de gouvernance. C'est pour ça que je parlais E, S et G. Et on s'est rendu compte de deux choses quand on a creusé le fonctionnement opérationnel de cette entreprise. C'est que d'une part, il y avait un conseil d'administration qui avait été entièrement nommé par le président du conseil d'administration de l'époque. Donc, quelque part, la forme de contre-pouvoir qu'on recherche d'un conseil d'administration n'existait pas. Et par ailleurs, c'est un peu plus spécifique, on avait une rémunération des dirigeants qui n'était pas du tout alignée sur la rémunération des actionnaires. Et nous, en tant qu'actionnaires et défendeurs de nos porteurs de parts, ça ne nous va pas. Et on a dit, voilà, c'est typiquement deux éléments de gouvernance qui nous posent problème. Donc, s'il y en avait eu un, on n'aurait peut-être pas pris cette décision, mais sachant qu'il y en avait deux, on a exclu et on a sorti des portefeuilles cette valeur. Et quelques semaines après ou quelques mois après est arrivé le Dieselgate. Et ça, c'est vraiment un exemple caractéristique du fait que quand on creuse ces sujets E, S et G de façon quand même challenging, c'est notre métier auprès des entreprises, parfois on lève des loups, pardon de le dire comme ça, et c'est un garde-fou extrêmement puissant pour la performance. Parce que nous, on n'était pas investis quand l'entreprise a connu ses déboires en bourse, donc ça nous a permis de réduire la volatilité des portefeuilles. Effectivement, une bonne illustration de l'outil de gestion de risque, en fait. Effectivement, ce qu'on a dit, par ailleurs, c'est que le fonds, la DPAM a été également reconnu avec des labels, mais on le verra tout à l'heure justement concernant le fonds lui-même. Alors tout d'abord, focus sur ce fonds que l'on surnomme le fonds Food Trends de DPAM. Alors, les caractéristiques principales justement de ce fonds. Oui, bien sûr. Alors, le fonds Sustainable Food Trends, c'est un fonds action. On n'investit que dans des actions d'entreprise internationales. On regarde l'intégralité des entreprises du monde qui interviennent dans la chaîne de valeur agroalimentaire. Et alors, pourquoi je parle de chaîne de valeur? Parce que l'univers de l'agroalimentaire est quand même très vaste. Cette chaîne de valeur, voilà, parfait, qui est décrite succinctement, mais très précisément là-dessous, à plusieurs thèmes d'investissement. Et vraiment, notre métier, nous, c'est ça. C'est un fonds qu'on a lancé en 2007. Donc, on était un des premiers à avoir proposé cette offre vraiment dédiée à l'agroalimentaire et plutôt au sujet de la nutrition au sens large. Et on a, depuis lors, mis en place une méthodologie bien précise qui est de dire qu'on va décortiquer l'intégralité de la chaîne de valeur. Parce qu'on pourrait se dire, tiens, il y a 400 entreprises qui interviennent dans cet univers. On va prendre celles qui ont les meilleures métriques financières ou celles qui ont les plus grandes. Vous pourrez faire un choix comme ça. Nous, ce n'est pas vraiment le cas. On a tout un processus d'exclusion des valeurs que j'ai un peu évoquées sur des critères ESG et de durabilité. Et après, on applique une méthodologie qui est bien spécifique, c'est de dire qu'on va décortiquer l'intégralité de cette chaîne de valeur agroalimentaire. Et en fait, elle est assez granulaire parce qu'il y a toutes les entreprises qui interviennent dans l'univers des plantations, donc l'univers de la culture végétale et la culture animale. Après, il y a toutes les entreprises qui interviennent dans la logistique,
autour des différentes étapes de transformation. Il y a les entreprises qui interviennent également dans les emballages, il y a les entreprises qui interviennent dans les techniques agricoles, donc c'est plutôt l'amont également, et enfin, il y a les entreprises qui interviennent dans l'alimentaire. C'est vraiment le B2C, donc voilà, ce qu'on propose au consommateur final. Donc, soit le pur B2C, c'est nous, hein, chacun d'entre nous qui consommons des produits, ou bien les entreprises qui aussi de restauration, etc., etc. On fait pas de distribution. Hein. L'univers de la grande distribution est exclu. Donc, c'est un fonds qui est pure nutrition. Donc, c'est un domaine qui est assez vaste. Et donc, nous, notre méthodologie, c'est de dire, on identifie des thèmes d'investissement. Vous voyez, les machines agricoles, la santé animalière, les engrais, les semences. C'est des thèmes qui sont extrêmement spécifiques et on va aller chercher à l'intérieur de chaque thème d'investissement les entreprises qui sont les meilleures, selon nous. Et pour déterminer quelles sont les entreprises les meilleures, ben nous, on fait ce que j'évoquais un peu au préalable, à savoir qu'on va faire une évaluation des critères financiers et extra-financiers, mais tout ça est fait par la même équipe pour pouvoir choisir les entreprises qui sont les mieux positionnées pour bénéficier de la croissance de demain. Donc ça, c'est le parfait résumé du process. Je le recommande en vraiment 30 secondes. Donc, on a l'univers agroalimentaire mondial. Nous, on regarde quand même globalement que les entreprises qui sont au-dessus de 200-250 millions d'euros de capitalisation, parce que sinon, on a des problèmes de liquidité. C'est d'ailleurs à peu près la taille du fonds. Hein. Le fonds fait à peu près de 200 millions d'euros. Ensuite, on applique ce filtre ESG. Vous voyez quand même qu'il est puissant parce que le filtre ESG déjà nous fait exclure 200 valeurs parmi 600, donc c'est un tiers des valeurs. Et enfin, on a cette dernière étape que j'évoquais qui nous permet de passer de 40 valeurs à 35, de 400 valeurs à 35 ou 40 valeurs. C'est vraiment la construction de portefeuille et le stock picking où là, on va vraiment aller chercher les meilleures entreprises selon nous. Donc, celles qui sont sur les thèmes d'investissement les plus porteurs, celles qui intègrent le mieux la durabilité. D'accord. Et donc, on l'a vu, on le voit là en l'occurrence, filtre quantitatif, filtre ESG et sélection active des titres. Concernant le filtre ESG, quelque chose de très important dans votre screening, ce sont les objectifs de développement durable. Un mot peut-être, éventuellement, là, c'est 6 objectifs justement qui sont particulièrement scrutés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus, Vincent? C'est un point super important. C'est une initiative de l'ONU qui date d'il y a 7-8 ans maintenant, je dirais, de mettre sur pied cette cartographie des grands objectifs de développement durable. Donc, les ODD dans le jargon. Il y en a 17. On va pas lister les 17, mais c'est quelque chose que évidemment vous pouvez regarder sur Internet, sur le site de l'ONU. Enfin, c'est très bien décrit. Ces objectifs, ils ont pour but de vraiment formaliser les grands enjeux de la durabilité pour les 10, 20, 50 prochaines années. Et ce qu'on se rend compte avec la nutrition, le sujet de la nutrition, c'est que on est au cœur de ces enjeux. Pourquoi? Parce que pour nourrir les gens, pour nourrir la population mondiale, qui ne cesse de croître et qui a des habitudes de consommation qui évoluent, il y a à la fois de façon sous-jacente deux grands enjeux qui sont des enjeux de santé et des enjeux environnementaux. Tout ce qu'on produit en termes alimentaires, ce qu'on appelle les systèmes alimentaires au sens large, représente aujourd'hui quasiment 30% des émissions de gaz à effet de serre. Pourquoi? Parce que on produit des aliments avec des pesticides, des tracteurs qui après on transporte, etc., etc. Donc en fait, le coût environnemental de se nourrir est énorme. Il est énorme sur les émissions à effet de serre, je l'ai évoqué, mais il est énorme aussi sur la biodiversité. Il est énorme aussi sur le maintien des terres arables, parce que l'agriculture intensive a des impacts extrêmement forts sur la qualité des terres. Il est aussi très impactant sur l'eau. On pourrait faire un tout petit parenthèse là-dessus, mais si vous voulez, quand on mange 1 kilo de bœuf, on a consommé 60 fois plus d'eau douce que quand on mange 1 kilo de poisson. Voilà. C'est pour donner des ordres de grandeur. C'est-à-dire que chaque kilo de viande animale que l'on consomme a un impact sur l'eau douce
nécessaire à le produire qui est extrêmement fort. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, j'ai juste donné quelques chiffres pour illustrer mon propos, mais nutrition, santé et environnement sont vraiment intimement liés. Et ça, on le voit à travers les objectifs de développement durable de l'ONU, parce que grâce aux entreprises que nous, on choisit, on essaye d'avoir un impact, il faut toujours être très humble par rapport à ça, mais on essaye d'avoir un impact positif sur ces sujets-là. Donc, les entreprises qui réduisent le gaspillage alimentaire, les entreprises qui permettent de optimiser la consommation ou réduire ou même comment dire, complètement anéantir la consommation d'antibiotiques, les entreprises qui travaillent sur les aliments biologiques, etc., etc. Il y a beaucoup d'entreprises dans cet univers-là. Nous, on essaye de les financer et de les promouvoir. Voilà. Donc, un screening qui n'est pas uniquement théorique, qui se veut justement donc, absolument pratique. On va voir tout à l'heure justement la corrélation entre les titres investis dans le portefeuille et ces ODD. Mais juste comme on l'a dit tout à l'heure, effectivement, c'est un fonds qui est reconnu dans son aspect ISR par deux labels clés quand même, qui sont le label Towards Sustainability, donc le label belge, et le label également luxembourgeois, le label LuxFlag. Tout à fait. Donc, c'est le label de place. Oui, voilà. Il n'y a pas de commentaire spécifique. C'est vrai que nous, on est une entreprise belge, donc on a le label belge. Et le label luxembourgeois est quand même très reconnu en Europe. Donc, voilà, ça nous permet d'avoir le belge et le luxembourgeois. Voilà. Alors, concernant donc voilà donc cette corrélation entre ODD et titres investis, donc on le voit ici, un certain nombre donc de points objectivés, réduire les déchets alimentaires, une alimentation plus saine, une économie circulaire, et donc effectivement à côté les sociétés et les ODD qui correspondent. Un mot peut-être Vincent sur le sujet? Ah, je peux parler 2 heures sur le sujet, il n'y a aucun problème. Donc, je vais faire un peu plus qu'un mot, mais là vraiment on est au cœur de ce qu'on fait, c'est-à-dire que on met en pratique des choses qui sont vraiment tangibles. Donc, la réduction des déchets alimentaires, c'est quelque chose d'extrêmement important. J'ai quelques chiffres en tête, si vous voulez, c'est qu'on surproduit quasiment 1,5 milliard de tonnes de nourriture par an. Si on consommait pour les gens qui sont en manque d'aliments, qui sont en malnutrition, ne serait-ce que 30% de ça, on arriverait à résoudre le problème de la faim dans le monde. Donc en fait, c'est complètement faisable. Hein. C'est pas des utopies, c'est complètement faisable. Donc le gaspillage alimentaire, c'est vraiment un point clé. Donc il y a des entreprises qui interviennent là-dedans. Une entreprise qui intervient là-dedans, c'est HelloFresh, par exemple, qui est une entreprise allemande et qui, elle, a été pionnière dans la livraison à domicile de paniers de fruits, légumes et aliments biologiques qui soient sur mesure. C'est-à-dire que, en fonction d'un programme de consommation et d'un plat, plusieurs plats qu'on veut réaliser, on passe une commande sur le site internet. Donc, c'est un circuit très court, producteur, hangar, consommateur. C'est que des aliments qui sont biologiques et c'est des quantités qui sont calibrées en fonction du nombre de personnes que vous voulez nourrir. Et l'ensemble des emballages qui sont utilisés sont soit 100% biodégradables, soit 100% recyclables. Donc voilà, on voit bien comment on est un peu à la croisée des chemins. Donc c'est à la fois quelque chose qui optimise les productions, qui optimise les déchets et qui a un aspect très positif pour la consommation et pour la planète. Voilà. Kalera, c'est une entreprise américaine. J'ai vraiment envie d'en parler parce que c'est quelque chose qui est quasiment inconnu aujourd'hui, mais qui est l'avenir aussi de l'agriculture. C'est une entreprise qui a été une des premières à créer ce qu'on appelle des fermes technologiques. Concrètement, ils font des salades et un ensemble d'aliments qui sont végétaux et qui sont produits en optimisant les ressources en eau et les ressources en énergie. L'idée étant que quand vous arrosez un champ pour produire vos salades, il y a une quantité extrêmement importante de l'eau qui est utilisée, qui retourne directement dans les sols. Avec des aspects positifs, parce que c'est un peu un cycle naturel, mais avec aussi des aspects parfois négatifs, parce que il y a une surconsommation de l'eau douce, c'est-à-dire qu'on tire sur l'eau douce et de façon très importante.
Calera, eux, ils réduisent la facture en eau douce pour le même produit de 95%. Donc, c'est énorme. C'est-à-dire que pour produire une Batavia ou une laitue, qui sera entièrement biologique et sans pesticides, parce que c'est des fermes technologiques fermées, ils utilisent aucun OGM, ils utilisent aucun pesticide et ils réduisent de 95% la consommation d'eau. Donc, on voit bien les attraits que ça peut avoir. On a une entreprise française qui s'appelle Carbios, qui, elle, est pionnière. C'est unique au monde, c'est encore une toute petite entreprise qui est pionnière dans l'utilisation des enzymes pour la défragmentation des polymères. Pardon, c'est un peu technique, mais c'est vraiment important de le savoir. C'est-à-dire que c'est une entreprise qui récupère un matériel, qui est un polymère, donc qui n'est pas biodégradable, dont on ne sait pas trop quoi faire. Elle fait travailler des enzymes naturelles qu'elle a sélectionnées et fait évoluer. Et à la sortie de ce polymère, elle sort plusieurs molécules qui sont des monomères. Et les monomères, soit elles sont parfaitement recyclables, soit elles sont parfaitement, parce que c'est un composé unique, donc on peut en faire autre chose, soit ça devient parfaitement dégradable, et auquel cas, l'impact environnemental, il est préservé. Là, on a justement donc, sur ce slide donc le top 10 actuel du portefeuille, donc à fin mai 2021. Voilà, donc vous voyez justement donc, les valeurs mises en évidence avec les proportions justement dans le cadre du portefeuille actuel. Alors, un petit mot peut-être sur les performances financières et extra-financières. Performances financières qui sont rendues compte notamment dans le cadre du rapport mensuel qui est élaboré donc par justement l'équipe gérante. Voilà, donc ici on voit que 2020 et 2021 ont été de très très belles années. Donc alors pas seulement, on a globalement une ligne continue, n'est-ce pas? Et donc oui, effectivement, avec une année 2021 qui s'annonce plutôt bonne en fait, justement également. Oui, un tout petit commentaire sur les performances. Alors nous, on a vraiment la culture on fait pas de trading, on fait pas trop de rotation de portefeuille. On sélectionne des entreprises pour leur savoir-faire, on veut bien les connaître. On a un portefeuille plutôt concentré d'une quarantaine de valeurs et on veut accompagner ces entreprises sur longue période parce qu'on pense qu'elles vont générer des performances financières sur longue période. Et on le voit d'ailleurs depuis sur 10 ans, le fonds génère une très bonne performance. Alors, il y a eu le choc quand même du Covid de l'année dernière, mais qui a été depuis lors largement dépassé. Donc, c'est bien la preuve de ce qu'on fait, c'est-à-dire que nous, on n'investit pas pour 3 mois ou 6 mois dans une entreprise, c'est-à-dire qu'on va chercher vraiment des savoir-faire, on va comprendre, connaître, et on veut investir sur les grandes tendances de nutrition des 10 prochaines années. Et c'est ce qu'on fait depuis 2007. Alors, la particularité avec le fonds également, c'est que justement, vous rendez compte des performances extra-financières au travers d'un rapport trimestriel. Rapport trimestriel qui notamment fait référence à l'impact investing avec 4 indicateurs clés ici, donc changement et stabilité climatique, capital naturel, besoins fondamentaux et responsabilisation. Donc ça, en fait, vous en rendez compte tous les 3 mois, en fait, de ça. Tout à fait. C'est-à-dire qu'on regarde, on a isolé 4 grands thèmes qui sont liés aux enjeux de durabilité sur lesquels il faut avoir un impact. Donc, changement et stabilité climatique, le capital naturel, donc les déchets, l'eau, la biodiversité, les besoins fondamentaux, donc ça c'est pour l'humain, santé, nutrition, etc., l'assainissement, et l'éducation. Donc évidemment, le sujet de l'éducation, il est quasiment pas présent dans ce fonds, mais en revanche, les autres sujets, mais ça corrobore ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on a des entreprises qui sont vraiment au cœur de ces enjeux, nutrition, santé, environnement. Et d'ailleurs, vous verrez, la somme de ça fait plus de 100%, c'est simplement que parfois, on a des entreprises qui interviennent dans les deux. Donc, il peut y avoir un peu de double comptage, mais concrètement, ce qui est rassurant pour les investisseurs, c'est de dire qu'on achète les parts d'un fonds qui lui-même est investi dans des entreprises qui ont des impacts significatifs pour répondre à ces objectifs de développement durable et à ces enjeux de nutrition et de santé publique et d'environnement. D'accord. Donc, un suivi possible pour les investisseurs, à la fois sur le plan financier et sur le plan extra-financier. Extra-financier, bien sûr. Oui, tout à fait. Donc, alors, concernant les modalités de souscription à présent, quelques mots sur ce sujet. Vous dire dans un premier temps qu'effectivement, un dossier d'information a été réalisé spécifiquement concernant le fonds. C'est un dossier d'information qui résume les grandes caractéristiques du fonds
et qui a pour objectif notamment, voilà, donc on voit ici, de vous mettre justement donc, en avant les documents clés. À noter que pour ce fonds, nous n'avons aucun droit d'entrée, aucun droit de sortie. Donc, zéro en fait, justement, donc, appliqué. Donc, ce qui du coup, renforce un peu l'attractivité de ce fonds pour le coup. Et puis, également, vous indiquez donc, globalement les grandes étapes, justement, du passage d'ordre. Donc là, ici, justement, donc, un passage d'ordre qui va se séquencer avec d'abord une connexion donc à votre espace client. Ensuite, justement, donc, on va regarder ça ensemble en live tout de suite. Justement, donc, aller dans mes opérations, ensuite passer un ordre, rechercher une valeur avec le code ISIN qui se trouve sur la fiche valeur. Et ensuite, donc, dernière étape, bien entendu, réaliser votre transaction. Donc, comment ça se passe concrètement? Eh bien, ça se passe comme ça. Voilà, donc ici, on a le site EasyBourse pour le coup. Donc, je suis déjà connectée. Donc, vous vous connectez avec vos identifiants. Et dans justement l'espace client, vous avez donc ici une petite calculatrice, donc une barre des tâches avec une petite calculatrice mes opérations et passer un ordre. Donc ici, vous allez passer votre ordre justement. Donc, je vous demande un instant. Donc, je me reconnecte. Je vous demande un instant. Voilà, donc mes opérations. Voilà, donc passer un ordre. Et donc ici, vous mettez le code ISIN justement donc, du fonds. Voilà, donc code ISIN pour le coup qui est donc, sur la fiche valeur comme on l'a indiqué tout à l'heure. Alors, je reprends le dossier d'information. Je demande juste un instant. Donc voilà, ici vous avez donc la fiche valeur et ici vous avez le code ISIN à indiquer. Donc vous indiquez ici, voilà. Ensuite, vous mettez que c'est un OPCVM et là vous le recherchez. Voilà, donc ici on vous indique que le code ISIN correspond donc au fond, donc Food Trends. Et ici, donc, on vous indique est-ce que vous voulez l'acheter? Donc vous l'achetez effectivement. Quand vous l'achetez, vous avez une autre petite fiche valeur donc, qui rappelle encore une fois le libellé, donc la valeur liquidative hein, qui vous indique que c'est une part décimalisée et qui vous demande justement donc, le nombre de parts que vous souhaitez acquérir. Une fois que vous indiquez justement tout ça et que vous cochez ici sur le fait que vous avez bien pris connaissance de la fiche valeur et du document d'information clé qui se trouve justement sur la fiche valeur, vous validez. Donc voilà, donc c'est relativement simple. Et ensuite, encore une fois, le suivi se fait à travers les rapports financiers et extra-financiers élaborés par des PAM. Voilà. Donc voilà pour les modalités de souscription, des modalités qui se font en quelques clics et qui voilà, donc suppose simplement que vous vous connectiez à votre espace client. Voilà. Donc ensuite, écoutez, je reviens rapidement à la présentation. Et donc ici, donc, à présent, donc, on va passer aux questions-réponses. Donc les questions-réponses, on en a quelques-unes. Je voulais sur le process d'investissement qui concerne l'horizon d'investissement. Alors tout à l'heure, effectivement, donc, on a dit que c'était un portefeuille de conviction qui répondait à des objectifs donc, de développement durable. L'horizon d'investissement, clairement, en fait, en moyenne, il est de quelle durée et surtout, depuis, par exemple, vos anciennes valeurs, enfin les premières valeurs que vous avez, depuis combien de temps vous les détenez? Est-ce que vous avez une idée, Vincent? Oui, alors on a un taux de rotation du portefeuille qui est extrêmement faible. L'ordre de grandeur, c'est 15 à 25%. Donc, si on fait une moyenne à 20%, ça veut dire que quelque part, on tourne tous les 5 ans. Enfin, voilà, c'est un calcul un peu fait à la louche, mais ça représente bien ce qu'on fait globalement quand on investit dans une entreprise, on veut la garder plusieurs années. Il peut y avoir plein de raisons pour lesquelles on la sort néanmoins. La première raison, c'est qu'elle se fait racheter. Ça arrive. On avait acheté une boîte française qui s'appelle Naturex, que vous connaissez sûrement tous parce qu'elle est quand même très connue, qui intervient dans tout cet univers de la nutrition et qui a été rachetée. Et il y a parfois aussi des entreprises qui sortent parce que elles ont beaucoup rallié en bourse et que le potentiel de réévaluation financière est faible. Donc, à ce moment-là, ça peut être une raison pour laquelle on la sort. Et il y a aussi des entreprises qui nous déçoivent par leurs résultats, par l'évolution de leurs intégrations environnementales, sociales et de gouvernance. Donc voilà. Mais pour répondre à la question, globalement, l'horizon d'investissement, c'est 3 à 5 ans. Et il y a des entreprises qu'on a gardées bien plus longtemps. On a encore une entreprise qui s'appelle Leroy Seafood,
J'évoquais le saumon, c'est peut-être le meilleur exemple. Leroy Seafood, c'est une entreprise qui a été créée en 1889, donc il y a un peu plus de 100 ans, qui a été longtemps une entreprise familiale, puis une entreprise qu'on appelle en private equity, donc avec des investisseurs privés, et qui, il y a une vingtaine d'années, est devenue une entreprise cotée. Et donc, nous, on l'a quasiment depuis le lancement du fonds. Non, le fonds a été lancé en 2007. Et c'est une entreprise qui est aujourd'hui le leader mondial de la production de saumon, qui travaille sans OGM, qui travaille sans antibiotiques, qui a fait une intégration verticale de toute sa chaîne de valeur, donc qui utilise des emballages 100% recyclables ou réutilisables. Voilà, donc c'est une entreprise qui est peu connue du grand public, mais sans le savoir, le saumon que vous mangez provient très souvent de cette entreprise, et on est investi depuis très très longtemps dessus. Parfois on a pris nos profits, parfois on a, voilà. Mais voilà. Donc là, on y est depuis une dizaine d'années. D'accord. Deux autres questions, Vincent. La première concerne justement la crise sanitaire et la crise économique qui s'en est suivie. Est-ce que Bien ça a sûr. eu une influence importante sur le process, donc dans les thématiques justement qui sont jouées, ou encore dans le turnover comme vous l'avez indiqué? Est-ce que par exemple Ouais, 2020 s'est distingué par une ouais. accélération éventuellement des entrées-sorties? Alors, pas forcément accélération des entrées-sorties, parce que de toute façon, le thème de la nutrition, il est structurel. Hein. C'est-à-dire que quand on peut plus voyager ou quand on peut plus faire certaines choses du fait de contraintes, etc., on continue de se nourrir. Hein. Donc ça, globalement, on est investi sur des tendances très très longues. Par contre, on a vu des boîtes dont nous, on pensait qu'elles avaient un potentiel de développement extrêmement fort, qui ont considérablement accéléré pendant la crise Covid, et notamment HelloFresh, qui était une entreprise que j'évoquais, allemande, qui fait la livraison et tout à domicile de produits biologiques végétaux, et une entreprise qui s'appelle Nomad Foods, dont personne connaît quelque part l'existence, mais qui est le leader mondial des produits surgelés, et qui est aussi un des premiers acteurs du secteur à avoir intégré les enjeux de durabilité. Donc c'est pareil, eux, ils produisent, ils produisent la matière première, ils la transforment très peu, ils l'emballent, ils l'exportent et ils la distribuent. Donc c'est à nouveau un acteur vertical, et qu'on a aussi renforcé parce qu'ils ont bénéficié mécaniquement de l'arrêt des restaurants et du fait qu'on a tous dans les pays développés fait évoluer nos habitudes alimentaires. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Merci énormément pour la clarté des informations justement évoquées. Et écoutez, est-ce que vous avez un dernier mot éventuellement pour clore justement ce webinaire? Un dernier mot déjà pour vous remercier parce que c'était très bien organisé et très, très, très agréable. Et puis un dernier point, pardon pour le son un peu dérangeant, mais voilà, c'est vraiment quand on investit sur ce type de stratégie, il y a une notion d'impact qui est extrêmement forte, et c'est bien de donner du sens aussi à son épargne. Voilà, du sens et de la performance à son épargne. Voilà. Bon, écoutez Vincent, c'est entendu. Merci énormément encore une fois et merci à tout le monde. Merci à vous justement d'avoir répondu présent pendant toute cette heure. Au plaisir de vous retrouver pour un nouveau webinaire éventuellement. Voilà, donc je vous souhaite une très belle fin de journée à tous. Au revoir et à bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.